Il était l'homme le plus recherché de la planète. L'un des plus mystérieux et des plus dangereux aussi. Il faut faire votre possible pour frapper partout. Avant-hier, dans la nuit, Barack Obama prend la parole depuis la Maison-Blanche. Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont conduit une opération au cours de laquelle Oussama Ben Laden a été tué. Justice est faite. L'Amérique en liesse célèbre la victoire de son président sur l'homme qui a traumatisé le pays avec l'attentat le plus effroyable jamais commis. Celui du 11 septembre 2001. On sait aujourd'hui que Barack Obama et son état-major ont suivi la fin d'Oussama Ben Laden en direct depuis la cellule de crise de la Maison-Blanche. L'incroyable cavale du terroriste s'est achevée dans cette propriété aux allures de forteresse, située à 50 km de la capitale pakistanaise. Une troupe d'élite de l'armée américaine le débusque dans cette chambre. C'est au pied du lit qu'il aurait reçu une balle dans la tête et une dans la poitrine. Des images encore tenues secrètes, un corps immergé en mer afin d'éviter que sa dépouille ne devienne un objet de culte, alimentant encore son aura. Mais qui était vraiment ce richissime saoudien? Pourquoi avait-il renoncé à une vie luxueuse pour mettre sa fortune au service du terrorisme? Reniant son clan, trop occidentalisé à son goût. Oussama Ben Laden utilisera son propre fils pour appeler au djihad et deviendra le chef d'une petite armée de l'ombre, dévouée et prête à tout. Il est la personne avec qui il faut être. Il devient le chef de la meilleure équipe de foot du championnat. Et tout le monde veut y aller et jouer pour lui. Pendant des années, il finance les attentats grâce à sa fortune personnelle. Vous ne pouvez pas imaginer comme Oussama est généreux. Il y a des gens qui font la queue, tous avec des idées différentes. Ils veulent faire exploser cette ambassade, ils veulent faire exploser cette école, ils veulent tuer cet homme politique. Et Ben Laden et d'autres sont assis, ils écoutent chacun et disent « Oui, nous allons financer ceci ». Comment ce millionnaire a-t-il fait du terrorisme une entreprise mondiale et médiatique au service d'un islam radical et violent? L'histoire commence en 1940. Le royaume d'Arabie Saoudite est riche, mais n'est encore qu'un désert peuplé de tribus. La famille royale veut moderniser son pays. C'est à cette époque qu'un homme venu du Yémen arrive à Jeddah pour y faire fortune. Il s'appelle Mohamed Ben Laden, c'est le père d'Oussama. Simple ouvrier sans un sou, il va vite se révéler un redoutable homme d'affaires. Au début des années 40, Mohamed Ben Laden et le roi Faisal deviennent amis. Le roi lui confie quantité de chantiers, un palais, des routes, des bâtiments publics. En quelques années, la petite entreprise de construction Ben Laden deviendra la plus importante du royaume. Elle se verra même confier l'énorme chantier de l'extension du site religieux de la Mecque. Jamal Khashoggi est le journaliste qui connaît le mieux Oussama Ben Laden. Il l'a rencontré plus d'une vingtaine de fois. Si l'on fait la liste des gens les plus importants qui ont développé l'Arabie Saoudite dans les années 60, Mohamed Ben Laden figure parmi les tout premiers. Comme tous les pères fondateurs du pays, Mohamed Ben Laden a un mode de vie très traditionnel. Sa fortune lui permet d'entretenir une vingtaine d'épouses. Elles lui donneront au total 54 enfants. 17e sur 25 garçons, Oussama naît le 10 mars 1957. Il est le fils unique de sa mère, Hamida, une Syrienne rencontrée par son père au cours d'un voyage. Parmi les épouses, Hamida est la plus occidentalisée. Jason Burke a été correspondant au Pakistan et en Afghanistan pendant 5 ans. Spécialiste d'Al-Qaïda, il a rencontré des dizaines de proches de Ben Laden. Hamida, sa mère, était un peu différente des autres femmes. Elle était syrienne, beaucoup plus cosmopolite, plus jeune. Mais le père d'Oussama semble s'être très bien occupé d'elle, ainsi que de ses fils.
Oussama est élevé selon des règles fixées par son père, un homme qui, à chaque instant de sa vie, respecte un islam rigoriste. On sait qu'il tenait la maison Ben Laden d'une main de fer. Il demandait beaucoup à ses enfants, et à ses garçons en particulier. Ben Laden a grandi dans un cercle où les vieux chefs religieux étaient vénérés et où des discussions religieuses se tenaient chaque jour. Mais Oussama Ben Laden ne connaîtra pas bien son père. Mohamed meurt en 1968 dans un accident d'avion. Oussama a 11 ans. Élevé par sa mère et par les plus jeunes. Saad al-Faghi est un islamiste saoudien accusé dans son pays de soutenir le terrorisme. Il vit en exil à Londres. Ben Laden a été décrit comme une personne moyenne, assez timide et simple, assez poli, plutôt travailleur à l'école, au-dessus de l'intelligence moyenne, mais pas au point d'imaginer qu'il ferait de grandes choses dans le futur. Sur cette photo prise en 1971, une partie des frères et sœurs d'Oussama Ben Laden. Ils sont en vacances en Suède et adoptent avec décontraction un mode de vie très occidental, loin de la rigueur de l'Arabie. Contrairement à ce qui a été dit après le 11 septembre, Oussama Ben Laden ne figure pas sur cette photo. Lui n'a jamais adopté ce mode de vie. Cette photo célèbre n'est pas une photo avec Oussama, c'est une photo de la famille, des frères, des sœurs, mais Oussama n'est pas parmi eux. En fait, il y a un doute sur le fait qu'il soit même jamais allé en Europe ou en Amérique. Les gens qui sont proches de lui disent qu'il est allé en Égypte, en Syrie, dans quelques pays musulmans, mais qu'il n'est jamais allé en Europe. S'il est allé en Europe, c'est lorsqu'il était très jeune. En réalité, les services secrets de certains pays arabes ou des pays occidentaux ont intérêt à prouver que Ben Laden est un instable. À certains moments de sa vie, c'était un playboy, et à d'autres moments, un islamiste extrémiste. S'il prouve qu'il était un playboy, cela jette un doute sur sa crédibilité. Oussama Ben Laden n'a jamais vécu en Occident. Et même si à 20 ans, il a désormais accès à 30 millions de dollars, sa part de la fortune Ben Laden, il n'ira pas étudier dans de grandes universités américaines, comme la plupart de ses frères. Lui reste en Arabie Saoudite. Il veut être ingénieur pour travailler dans le groupe familial. En 1977, Ben Laden est étudiant à l'université du roi Abdelaziz de Jeddah. C'est là qu'il va découvrir l'islam radical. Les intellectuels islamistes les plus radicaux viennent à Jeddah pour enseigner à l'université, notamment celle où étudie Ben Laden. Ils viennent pour parler, pour répandre leur point de vue parmi les étudiants et débattre avec les autres islamistes. Parmi eux, cet homme, Abdallah Azzam. Ce Palestinien, professeur de théologie, aura une influence décisive sur Ben Laden. Il a deux idées révolutionnaires pour l'époque. Il appelle au djihad, la guerre sainte contre les infidèles, et il dénonce la corruption et la débauche des princes saoudiens. Le prophète sait bien que le premier ennemi du djihad, c'est la luxure et l'envie. Et ce que je dis là, c'est dans le Coran. Azzam est un personnage clé. Dès la fin des années 70, c'est lui qui ravive une interprétation de l'islam conquérante et agressive. Aujourd'hui, il est la référence des islamistes les plus extrémistes. Olivier Roy est un spécialiste de l'islam politique et de l'Afghanistan. Azzam attire un certain nombre de jeunes, de bonnes familles, mais qui sont en quête d'un supplément d'âme et aussi en quête d'un discours un petit peu plus musclé que ce qu'ils entendent d'habitude chez les oulémas traditionnels. Oussama Ben Laden retrouvera Azzam quelques années plus tard en Afghanistan. Mais pour le moment, il n'est qu'un jeune ingénieur qui travaille pour le groupe familial. «
1979. Le 26 décembre, les troupes soviétiques envahissent l'Afghanistan. Très vite, une résistance prend naissance. Une guérilla démunie mais très déterminée. Elle se bat au nom d'Allah. Car il s'agit bien d'une guerre sainte. L'armée soviétique, ennemie des religions, est en terre musulmane. Milton Berden a été le chef de la CIA au Pakistan. Il a organisé en secret toute l'aide américaine à la résistance afghane. Donc vous aviez des communistes athées qui envahissaient un pays musulman très primitif, mais un pays musulman tout de même. Et bien sûr, ça attirait des gens, mais pas tant que ça, et pas vraiment pour se battre. Les premiers besoins sont humanitaires. Le long de la frontière pakistanaise, des dizaines de milliers de réfugiés afghans viennent s'installer dans des camps. Il y a aussi les blessés de la résistance ou des civils victimes d'une armée rouge sans pitié. Parmi les premiers volontaires venus aider le peuple afghan, Abdallah Azzam. Le professeur de théologie palestinien a quitté l'université de Jeddah pour se consacrer uniquement à l'Afghanistan. Selon lui, c'est un devoir pour chaque musulman de participer à ce djihad. Et c'est quelque chose de nouveau, de radical. C'est révolutionnaire à sa manière et c'est très inspirant pour beaucoup de jeunes à cette époque. C'était une manière de faire apparaître une nouvelle génération de vrais musulmans. Azzam est installé à Peshawar, la ville pakistanaise la plus proche de la frontière afghane. C'est d'ici que dès 1980, Azzam, entouré d'une poignée de volontaires, distribue l'aide qu'il reçoit du monde entier. La solidarité islamique vers les civils afghans. Et très vite, il reçoit une visite. Celle d'un Saoudien de 23 ans en quête d'engagement, Oussama Ben Laden. Il est l'un des tout premiers à se rendre à Peshawar. Un homme a assisté à cette rencontre, il s'appelle Abdallah Anas. C'est le gendre d'Azzam. De 1984 à 1991, cet islamiste algérien a été l'ami de Ben Laden, un compagnon de djihad. À Londres, où il est aujourd'hui réfugié, nous avons rencontré Abdallah Anas. Il condamne le terrorisme. C'est la première fois qu'il accepte de parler de Ben Laden. Nous avons déjeuné ensemble. Et je me souviens qu'il n'a pas beaucoup parlé. Il n'a dit que quelques mots. Et je m'en rappelle, c'était des questions comme « Que peut-on faire pour les Afghans ?» Pour Azzam, Oussama Ben Laden est une recrue de choix. Oussama avait ce que les autres n'ont pas. L'argent. Oussama était riche, c'était un homme riche. Il a même beaucoup d'argent. Le sien surtout car il peut puiser dans les millions de dollars de la fortune familiale, mais aussi celui qu'il récupère auprès de ses nombreuses relations en Arabie Saoudite. Pour la cause afghane, Ben Laden collecte le zakat, l'impôt religieux dont l'objet est de contribuer à des bonnes actions dans l'esprit du Coran. Et ces bonnes actions, il s'en charge lui-même. Ils allaient distribuer de l'argent dans les camps de réfugiés, dans les partis politiques afghans, ils prenaient des contacts, ils montaient des hôpitaux, ils finançaient des hôpitaux, etc. etc. Il nous disait par exemple « Cette famille a faim » ou bien « Dans cette famille, le père est mort et ils sont orphelins. Alors va leur acheter une maison. Achète-leur une maison, achète-leur une voiture. » Vous ne pouvez pas imaginer comme Oussama est généreux. Entre 1980 et 1984, Ben Laden partage sa vie entre ses actions humanitaires au Pakistan et son métier d'ingénieur à Jeddah. Et l'homme commence à changer. En Arabie Saoudite, il adopte un mode de vie austère, sans rapport avec sa richesse. Et cela surprend ses visiteurs. Bien qu'il vienne d'une famille riche, il mettait un point d'honneur à mener une vie humble et rustique, parfois même jusqu'à l'extrême, insistant pour dormir à même le sol, pour s'endurcir, pour se sentir simple. En Afghanistan, le conflit se durcit. De plus en plus de musulmans arabes veulent venir s'y battre. À l'époque,
la résistance afghane est une noble cause. On est dans le romantisme. Mourir pour la cause, aller dans une djihad exotique et lointaine, quitter sa maison, sa femme, sa famille, etc. etc. Aujourd'hui, presque